Bienvenue dans cette nouvelle émission mensuelle consacrée aux éphémérides du ciel et aux observations à réaliser à l'œil nu et aux instruments astronomiques en ce mois de janvier 2019. Je pense que vous commencez à connaître le déroulement de cette émission. Tout d'abord, nous revivrons le récit d'une mission qui a marqué l'histoire de l'exploration spatiale du système solaire. En deuxième partie, nous verrons les principaux événements célestes de ce mois de janvier. Ensuite, nous connaîtrons les éphémérides des corps principaux du système solaire. Et enfin, nous étudierons l'objet du ciel profond à observer ce mois-ci. Nous sommes donc en compagnie de Mathieu, astronome amateur dans le 49, auquel je laisse le soin de nous conter les péripéties d'une mission qui a participé au début de l'exploration robotique du système solaire. Et je crois que nous restons toujours sur le programme Pioneer. Sauf que nous allons changer de mission. On va quitter la destination de Vénus pour aller cette fois-ci dans les confins du système solaire. Alors en l'occurrence, on va partir avec deux sondes jumelles, Pioneer 10 et Pioneer 11. Toutes les deux ont été développées par la NASA dans le cadre du programme Pioneer et elles avaient pour mission de faire une première reconnaissance des régions externes du système solaire, en particulier au-delà de l'orbite de Mars, qui n'avait jamais été explorée jusque-là. Alors, Pioneer 10 est la première sonde spatiale à avoir été équipée d'un générateur thermoélectrique à radioisotope, RTG, ce qui a permis à la sonde de s'affranchir de l'énergie solaire très réduite au niveau des planètes externes pour sa production d'énergie. Donc voilà, ce sont des premières dans l'exploration scientifique. Quelques petites caractéristiques techniques avant de débuter. Les deux sondes pesaient un petit peu moins de 260 kg hors carburant. Le coût total de la mission s'est élevé à 350 millions de dollars américains selon la valeur de 2001. Alors la première, Pioneer 10, a été lancée le 3 mars 1972. La sonde se déplaçait à un peu plus de 50 000 km/h et donc évidemment a dépassé l'orbite lunaire assez rapidement en seulement 11 heures. Le premier objectif atteint a été celui de dépasser l'orbite de Mars, ce qui s'est fait 3 mois après le lancement. Ensuite, la sonde Pioneer 10 est arrivée dans la ceinture d'astéroïdes qu'elle a également dépassée en juillet 1972, donc de la même année du lancement. Puis, la sonde est arrivée à son premier grand objectif, Jupiter. Le survol de cette première planète s'est effectué le 4 décembre 1973. Lorsqu'elle est arrivée, elle a été accélérée par l'attraction jovienne jusqu'à atteindre les 132 000 km/h, ce qui est quand même considérable. Et puis, le 3 décembre, lors du survol rapproché, elle est passée à 130 354 km du sommet des nuages. Lors de ce survol, elle prit des photos de la planète et de ses satellites, transmettant aussi des infos sur les radiations émises par Jupiter, sur son atmosphère et sa constitution. Elle a donc eu des résultats scientifiques majeurs. La stupéfaction a notamment été là lorsqu'on a compris que Jupiter, comme le Soleil, dégageait un excédent de chaleur. Pioneer 10 a également révélé que la proportion d'hélium dans l'atmosphère de Jupiter est mesurée pour la première fois. Son estimation de la température de l'atmosphère a permis une réalisation d'une première carte qui a également contenu la pression atmosphérique. On a compris qu'à 0,03 bar, il faisait moins 163 degrés Celsius. Elle a également effectué des différentes mesures, notamment du champ de gravité, ce qui a permis d'évaluer la densité de la planète et de mieux comprendre la structure interne de celle-ci. Elle a également mesuré la taille et la masse des 4 lunes galiléennes.
tout en effectuant des premières photos de ces lunes. Grâce à Pioneer 10, on a également découvert que le champ magnétique jovien était d'une grande taille. Alors la mission Pioneer 10 a pris fin le 31 mars 1997, n'ayant plus d'autres objectifs précis. Depuis, elle tente de gagner les confins du système solaire, qu'elle n'est pas encore près d'atteindre. Toujours est-il qu'on ne le saura sans doute jamais lorsqu'elle aura atteint les limites du système solaire, puisque le dernier contact a été établi le 23 janvier 2003, et depuis c'est le silence radio. En ce qui concerne Pioneer 11, eh bien, celle-ci a été lancée le 5 avril 1973. Contrairement à sa sœur jumelle, Pioneer 10, elle a eu deux objectifs principaux. Jupiter, qu'elle a survolé le 2 décembre 1974, et Saturne, qu'elle a survolé le 1er septembre 1979, soit à peu près 5 ans après le survol de Jupiter. Alors la sonde a été lancée le 5 avril 1973, c'est-à-dire à peu près 1 an plus tard après sa sonde jumelle Pioneer 10. Elle va notamment étudier le vent solaire, les rayonnements cosmiques, les champs magnétiques planétaires et interplanétaires, l'atmosphère et la surface de Jupiter, ainsi que certains de ses satellites. Le 2 décembre 1974, passant à 43 000 km du sommet des nuages au plus près, Pioneer 11 prit notamment des photos de la Grande Tache Rouge, fit les premières observations des régions polaires et détermina la masse de Callisto. L'attraction de Jupiter accéléra Pioneer 11 jusqu'à 137 000 km/h, un petit peu plus que sa sœur jumelle, pour la dévier vers Saturne. Le 1er décembre 1979, elle prit les premières photos de près de la planète, découvrit 2 satellites et un anneau jusque-là inconnu, étudia la magnétosphère, établit que la température de Titan était beaucoup trop froide pour qu'il existe une forme de vie quelconque, malgré la présence de méthane et de molécules organiques. Ce qu'on retiendra de ces 2 missions, c'est qu'elles ont bien porté leur nom, puisqu'elles ont été les pionnières dans l'exploration des confins du système solaire. Leur but ultime a été de préparer l'exploration des sondes Voyager, qui étudieront les 4 planètes principales du système solaire externe un petit peu plus tard dans la même décennie. Merci Mathieu de nous avoir fait revivre l'histoire de ces 2 missions. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie de cette émission, donc les événements principaux de janvier 2019. Le 2, la conjonction de Saturne avec le Soleil. Alors, qu'est-ce qu'une conjonction ? Une conjonction, c'est tout simplement un alignement planétaire. Alors en l'occurrence, puisqu'on parle de Saturne et du Soleil, eh bien, il s'agit d'un alignement entre la Terre, le Soleil et Saturne. La disposition, eh bien, le Soleil se trouve au centre, et si on est observateur sur la Terre, eh bien, Saturne se trouve en fait de l'autre côté du Soleil par rapport à nous. Donc évidemment, elle est inobservable depuis la Terre, sans être forcément totalement alignée, sans lequel eh bien, Saturne passerait derrière le Soleil, donc ce serait une éclipse et Saturne serait caché. La conjonction de Saturne avec le Soleil va être relativement rapprochée, puisque Saturne va s'approcher à 0,5 degrés du Soleil, sans passer derrière celle-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc est-ce que cette conjonction est intéressante ? Alors non, je viens d'en parler, elle est inobservable. De toute manière, même si elle était observable sans danger, je parle évidemment, la planète serait très peu intéressante puisqu'elle a un diamètre apparent désormais très faible, de l'ordre de 15 secondes d'arc, et elle a une magnitude supérieure à 1. Le 3, la Terre est au périhélie. Alors qu'est-ce que le périhélie ? Tout simplement le point de l'orbite terrestre le plus près du Soleil. Toujours le 3, on aura le maximum de la pluie d'étoiles filantes des Quadrantides. Alors, quelles seront les conditions d'observation ?
Donc les observations de cet essaim météoritique des Quadrantides se feront principalement en début de nuit. Il faut savoir que c'est l'un des essaims météoritiques les plus importants de l'hiver, avec, on s'en souvient, l'essaim des Géminides, qui lui est passé le mois dernier, au mois de décembre 2018. On a à peu près le même taux horaire de météores, donc qui sera égal à 120 au niveau du zénith. Alors cet essaim, après si vous le loupez le 3, c'est pas grave, il dure pendant 16 jours. Après évidemment le maximum c'est le 3. Donc les jours suivants et précédents, il y aura un petit peu moins de météores à observer. Le 6, plus grande élongation ouest de Vénus. Alors Mathieu, qu'est-ce qu'une élongation? Alors une élongation, c'est le moment où une planète interne à l'orbite de la Terre s'éloigne visuellement au plus loin du Soleil. En l'occurrence, Vénus est en train de... est à environ une distance de 47 degrés du Soleil, donc ce qui est quand même relativement important. Quelles seront les conditions d'observation? Donc voilà, je viens d'en citer une. Tout d'abord, Vénus sera éloignée du Soleil à 47 degrés. On vient de dire tout à l'heure que l'élongation maximale serait une élongation ouest de Vénus. Il ne faut pas se tromper dans la compréhension de ce qu'on vient de dire, parce qu'une élongation ouest ne signifie pas qu'on va voir Vénus dans la direction ouest. Non, c'est une élongation ouest par rapport au Soleil. En fait, Vénus elle sera observable à l'est, donc carrément à l'opposé, un peu avant le lever du Soleil, même pas mal de temps avant le lever du Soleil, puisqu'elle sera visible dès l'aube. Elle aura une bonne magnitude encore, à moins 4,4, ce qui sera donc très intéressant. On ne pourra pas la louper, puisqu'il s'agit évidemment du troisième astre le plus lumineux après le Soleil et la Lune. Donc, comment l'observer? Alors, à l'œil nu, comme je viens de le dire, c'est le troisième astre le plus lumineux qu'on puisse observer à l'œil nu, naturel et stable. Une paire de jumelles sera plutôt inutile pour l'observer, puisqu'on va collecter plus de lumière, certes, mais les jumelles ne grossissent pas. Or, pour observer cette planète, il vaut mieux grossir. Donc, on va plutôt passer sur des instruments un petit peu plus gros. Une petite lunette astronomique peut suffire. Si vous avez un télescope, eh bien évidemment ce sera le Graal. Que verra-t-on dans un télescope? Eh bien, élongation oblige. Vénus a des phases. Lors de l'élongation, eh bien Vénus va avoir une phase en quartier. Elle sera à moitié pleine. C'est-à-dire que 50% environ de sa surface sera éclairée par le Soleil. L'autre côté sera évidemment non éclairé, donc on ne le verra pas. Son diamètre apparent commence à devenir de plus en plus petit. On sera sur 25 secondes d'arc, un petit peu moins. Est-ce que maintenant, pour cet événement, il sera possible de faire de la photo? Oui, tout à fait. Alors là, pas besoin de matériel professionnel. Un simple petit appareil basique peut suffire à photographier la planète quand on la met sur trépied. Il faut savoir que on peut prendre une sensibilité moyenne de type 200, 400, 800 ISO. On n'a pas besoin d'un temps de pause très long, quelques secondes c'est suffisant. De même sur télescope, si on veut prendre des photos sur télescope, ça va être très pratique parce que la planète est extrêmement brillante. La lumière concentrée dans le télescope va amener à avoir des paramètres relativement faibles pour l'appareil. On va prendre des sensibilités très faibles, on peut prendre des sensibilités de type 100, 200 ISO. On aura besoin tout au plus de quelques secondes de temps de pause, ce qui va être très pratique puisque même si on est motorisé, cela permettra qu'on ait le moins de bouger possible. Le 11, conjonction Pluton-Soleil. Donc, quelles seront les conditions d'observation? Donc on a expliqué ce qu'était une conjonction. Pluton va donc passer de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. Elle sera inobservable,
de toute manière, même si elle était observable, eh bien, cela serait difficile avec la grande majorité des instruments amateurs, même très gros. Pluton va se rapprocher à 0,3 degrés du Soleil, ce qui est vraiment très près. Autant dire que peu importe l'instrument, l'observation ne pourra pas se faire sans risque majeur. Alors, pour donner quelques petites caractéristiques, Pluton a un diamètre apparent de 0,09 secondes d'arc. On ne pourra donc pas résoudre son disque dans n'importe quel instrument amateur. Et de toute façon, sa magnitude dépassera largement les 15. Donc, voilà, complètement inobservable. Le 21, éclipse lunaire totale visible en partie à Paris. Quelles seront les conditions d'observation pour cet événement ? Donc nous venons de le dire, c'est une éclipse totale qui sera visible donc depuis Paris, mais, petite nuance, elle ne sera visible que partiellement, c'est-à-dire qu'on ne verra pas l'ensemble de la totalité. Cette éclipse se rapproche un petit peu de l'éclipse qu'on a eue le 27 juillet 2018, ça remonte à 6 mois à peine encore, on s'en souvient, c'était l'éclipse lunaire totale la plus longue du 21e siècle. Alors, cette éclipse donc la Lune fera son entrée dans la pénombre à partir de 2h35 en temps universel. Elle entrera dans l'ombre terrestre à partir de 3h34. La totalité débutera à 4h41, donc c'est le moment où la Lune sera complètement rentrée dans l'ombre terrestre. Le maximum de la totalité, c'est-à-dire le moment où la Lune est vraiment au plus profond de l'ombre terrestre, sera à 5h12, toujours en temps universel. La fin de la totalité se fera à 5h43, c'est-à-dire que la Lune commencera à émerger de l'ombre à partir de ce moment-là. La sortie complète de l'ombre terrestre se fera à 6h51, et enfin la sortie de la pénombre à 7h49. Donc la durée de la totalité sera de 62 minutes. On rappelle que celle du 27 juillet 2018 était de un peu plus de 100 minutes. Donc ce sera 2 fois plus court que l'année dernière. Qu'est-ce qui va être le mieux pour pouvoir observer cette éclipse ? Alors évidemment, elle est visible à l'œil nu, c'est pas compliqué. On peut utiliser une paire de jumelles, en général c'est l'instrument le plus intéressant pour observer des éclipses lunaires. Après, si vous voulez détailler la Lune, eh bien, il vous faudra une petite lunette astronomique ou un télescope, ce sera suffisant. Et va-t-il être possible de faire de la photo ? Oui, tout à fait. Alors pareil, même condition que pour Vénus, on aura des paramètres relativement faibles à prendre, c'est-à-dire qu'on pourra avoir une sensibilité relativement moyenne, c'est-à-dire 200 ISO, c'est déjà possible de la photographier. À noter également qu'on peut prendre des clichés avec un appareil photo basique, c'est-à-dire un compact peut suffire. À la limite, un smartphone, pourquoi pas, faut tenter, après tout. Alors si vous avez un compact, sensibilité moyenne, 200 ISO, c'est l'idéal. Temps d'exposition, quelques secondes, pas besoin d'aller chercher plus loin. Alors tout ça c'est sur trépied, évidemment. Sur télescope, les choses sont guère différentes, puisque la Lune sera plus lumineuse, donc voilà. Le 22, rapprochement Vénus-Jupiter. Quelles seront là les conditions d'observation ? Le rapprochement ne va pas être très serré, 2,4 degrés entre les deux planètes, autant dire qu'elles peineront à rentrer dans le champ d'une paire de jumelles. Si vous observez les deux astres avec un instrument astronomique plus important de type de réfracteur ou réflecteur, sachez que Vénus sera illuminée à 58%, elle aura un diamètre apparent
à peine supérieure à 20 secondes d'arc, donc elle commence à être relativement petite désormais. Sa magnitude commence à faiblir, moins 4,2, évidemment ça reste la plus lumineuse du ciel. Jupiter, quant à elle, est un petit peu plus grosse visuellement dans un télescope, 33 secondes d'arc quand même. Et sa magnitude, moins 1,6, fera qu'elle sera moins lumineuse que Vénus. Donc les deux seront facilement distinguables l'une de l'autre dans le ciel. Le 30, conjonction supérieure de Mercure avec le Soleil. Alors qu'est-ce que cette fois-ci une conjonction supérieure? Alors c'est un peu le même principe que la conjonction Saturne-Soleil qu'on a eue tout à l'heure. Une conjonction supérieure, c'est le moment où une planète qui est intérieure à l'orbite terrestre, donc en l'occurrence il y en a deux dans le système solaire, Mercure, Vénus, c'est le moment où Mercure va être de l'autre côté du Soleil par rapport à nous, sans être, là encore, sans passer, là encore, derrière le Soleil, sans quoi ce serait une éclipse. Et maintenant, nous pouvons passer aux éphémérides des astres majeurs du système solaire. Alors, pour le Soleil, quelle a été son activité au mois de décembre et quelles sont les prévisions pour 2019? J'ai retenu 3 événements importants du mois de décembre. Le premier, ça a été le 5 décembre 2018 qu'il a commencé. Brisant une chaîne de 9 jours calmes, un nouveau groupe d'une douzaine de noyaux sombres de taches solaires a émergé près de l'équateur et s'est quand même étendu sur plus de 75 000 km de la surface solaire. Le 6 décembre, cette nouvelle tache, dénommée AR 2729, a craqué avec des éruptions mineures de classe B. Le nombre maximal de taches a été atteint le 7 décembre, avec un nombre de 17. Et puis, ce groupe de taches s'est rapidement estompé. Du 11 au 12 décembre, une nouvelle tache a émergé, toute petite. Et puis le 14 décembre, 2 minuscules taches, enfin, plus précisément 2 minuscules groupes de taches sont apparus, baignant dans une facule discrète. D'ailleurs, le 15, la tache dénommée AR 2731 a déclenché une éruption mineure de classe B1, mais aucune panne radio ni autre effet n'a été signalé après la faible explosion de... Voilà. Et depuis le 16 décembre, eh bien, on n'a plus rien à signaler. Alors, petit topo, 2018 aura vu environ 60% de ses jours sans tache solaire. À comparer avec 2017, où on a eu 28% de jours où il n'y a rien eu non plus. En 2016, c'était seulement 9%, et en 2015, par contre, il n'y a eu aucun jour où l'activité solaire a été minimale. Ce qu'on prévoit maintenant pour 2019, eh bien, on peut s'attendre à un approfondissement du minimum solaire, avec sans doute des centaines de jours impeccables. Quoi qu'il va falloir se méfier parce que on a commencé à repérer des prémices du nouveau cycle solaire qui pourrait remplacer le cycle actuel. Donc, à surveiller donc. Pour ce qui est de la Lune, le 6 janvier à 2h28 en temps universel, elle sera nouvelle. Le 14, toujours en temps universel, à 7h46, pour avoir le premier quartier. Le 21 à 6h16, pleine lune. Et le 27 à 22h10, nous pourrons observer le dernier quartier. Maintenant, pour les planètes, Mercure sera difficilement visible à l'aube au tout début du mois, sur l'horizon sud-est. Vénus, elle, sera visible au-dessus de l'horizon sud-est en fin de nuit. Mars, elle, visible au sud, puis se déplaçant vers l'ouest en début de nuit. Jupiter sera visible à l'aube au sud-est. Pour ce qui est de Saturne, elle sera malheureusement inobservable ce mois-ci. Et Uranus sera observable en première partie de nuit, ainsi que Neptune. Passons donc maintenant à la dernière partie de cette émission, l'objet du ciel profond à observer ce mois-ci. Alors j'ai choisi la nébuleuse du Crabe,
autrement dénommée M1. Elle se situe dans la constellation du Taureau et elle est distante de nous d'environ 6500 années-lumière, ce qui n'est quand même pas tout près. Elle a été découverte en 1731 par John B. Weiss, un médecin et astronome amateur britannique. Mais elle a aussi été redécouverte indépendamment par Charles Messier en 1758 et est répertoriée dans le catalogue qui porte son nom. Il faut savoir que cette nébuleuse est relativement récente à l'échelle du temps. En effet, une supernova à l'origine de M1 a été observée et notée par les Chinois en 1054, atteignant une magnitude apparente maximale au moins égale, si ce n'est supérieure à celle de Vénus. Et la supernova resta observable à l'œil nu pendant environ 2 ans après sa première observation. Cette supernova a causé l'apparition d'un pulsar qu'on appelle le pulsar du crabe, qui lui a été découvert beaucoup plus tard, en 1968, par mise en évidence du caractère périodique de son rayonnement radio. Alors par contre, inutile de songer l'observer visuellement, puisque dans la plupart des instruments amateurs, puisqu'il a quand même une magnitude supérieure à 16. Alors, la nébuleuse du crabe, elle, si on devait donner une description morphologique, elle a une forme elliptique, une structure filamentaire très forte. Elle a surtout une magnitude de plus 8,4, c'est-à-dire approximativement la même que celle de Neptune. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'elle n'est pas observable à l'œil nu. Que faut-il donc pour l'observer? Une lunette de 60 à 80 mm d'ouverture peut déjà nous permettre de la repérer. Si on dispose d'un télescope ayant une ouverture supérieure à 100 mm, eh bien son contour ovale est distinguable. À partir d'un grossissement de 80 fois, le contraste est suffisant pour mettre en évidence une sorte de barre plus lumineuse, traversant par son petit axe, la nébuleuse. Il s'agit du filament gazeux le plus épais parmi tous ceux qui s'échappent radialement de son centre. Alors on décèle quelques irrégularités supplémentaires dans les limites du nuage de gaz en expansion à partir d'ouvertures égales à 200 mm. Si on dispose d'un télescope de 250 mm et plus, eh bien d'autres détails seront perceptibles. Et si on a un gros instrument, vraiment 400 mm au moins, eh bien d'autres filaments seront discernables. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Alors pour être alerté de leur parution, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, bonnes observations à tous et à toutes.